Carto de lutte ouvrière avec Jean-Lin Lacapelle du Rassemblement National, Frédéric Lefebvre, vice-président du parti Agir, et puis Christophe Barbier. Bonjour à tous. Merci d'être ce matin nos invités. D'abord, qu'est-ce qui est sur la table? Cette réunion à l'Elysée, le chef de l'État, le Premier ministre, Julia Van Elst, on attend du neuf après ce qui s'est passé samedi. C'est Édouard Philippe qui est en première ligne, le Premier ministre très en colère par ce qui s'est passé samedi dernier, nous dit-on, du côté de Matignon, et qui a donc rendez-vous dans une demi-heure maintenant avec le président de la République. Il va arriver avec le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État Laurent Nunez et la ministre de la Justice. Il va arriver aussi avec des nouvelles propositions sécuritaires. L'exécutif sous pression et qui essaye d'avoir des réponses à deux questions. Première question, est-ce que ce nouveau samedi de violence a été bien géré? Matignon a admis des dysfonctionnements et souhaite savoir d'où vient le problème. C'est pour cela que ce matin, le ministère de l'Intérieur a déclaré que toute la chaîne de commandement allait être réexaminée. Et puis, deuxième question, comment éviter de nouvelles violences dans les rues de Paris? Et là, visiblement, il y a une mesure forte qui semble privilégiée, celle d'interdire désormais les manifestations le samedi sur les Champs-Élysées. Nous en saurons bien sûr un peu plus tout à l'heure à l'issue de cette réunion qui devrait durer quelques heures, nous dit-on. Et c'est Édouard Philippe, c'est Matignon qui communiquera sur cette réunion à l'issue. Et on suivra ça bien sûr avec vous, Julia Van Elst, avec Juan Palencia. Alors que faut-il changer? On va y revenir bien sûr longuement. Mais d'abord, comment en est-on arrivé là? À qui la faute, Frédéric Lefebvre? Écoutez, je pense qu'il y a d'abord, évidemment, le gouvernement est responsable et il le reconnaît, mais il y a une forme de co-responsabilité. Le 24 décembre, dans Mediapart d'ailleurs, je signais une tribune où je disais, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le malaise qu'il y a dans notre pays, où je soulignais la différence entre les hooligans jaunes et les gilets jaunes. J'appelais d'ailleurs de mes vœux une loi anti-casseurs du type de la loi sur les stades. Cette loi a été votée, elle n'est pas encore promulguée, donc elle n'est pas applicable. Et elle est de mon point de vue indispensable pour faire de la police administrative en préventif et interdire un certain nombre de gens qu'on voit régulièrement, qui viennent tous les samedis, qui cassent, qui sont identifiés, filmés. Aujourd'hui, il n'y a pas les moyens juridiques de leur interdire de venir. Mais il y a dans le même temps, de mon point de vue, au-delà de la difficulté et du tâtonnement qu'il peut y avoir sur le maintien de l'ordre, on le voit avec l'utilisation des LBD, avec dans le même temps, je parlais de la loi anti-casseurs et des changements de doctrine qu'on a pu voir pendant toutes ces semaines. Il y a, de mon point de vue, un formidable problème de réponse judiciaire. Pas assez sévère derrière? Mais évidemment, parce que moi je dénonce depuis des semaines et des semaines, je regrette d'ailleurs que certains partis politiques aient joué avec ça, mais les meneurs, les Drouet, les Nicole, même ceux qu'on présente comme modérés, Tissier ou d'autres, qui sont en fait souvent des militants politiques ou très proches des milieux nationalistes identitaires de droite, d'extrême gauche, et qui, en réalité, cherchent à semer le désordre. Vous savez, quand vous lisez attentivement dans notre droit pénal la définition d'un acte terroriste, vous vous apercevez qu'on y est exactement, c'est-à-dire semer le désordre, la terreur, avec des actes individuels ou collectifs, par la destruction, par la dégradation, et avec, de surcroît, en l'occurrence, on l'a vu avec cette femme et son bébé, avec la mise en danger de la vie d'autrui. Il faut donc répondre à ça. Il y a des gens qui font l'apologie de ces actes. Il y a des gens qui sont les instigateurs de ces actes. Il y a des gens qui en sont les organisateurs, même s'ils refusent de l'admettre, parce que la réalité, c'est que ce sont eux qui appellent à aller manifester de manière illégale. Je pense à Drouet, par exemple, Nicole et d'autres. Ces gens-là doivent être aujourd'hui inquiétés par la justice. Ce sont des terroristes, Nathalie Arthaud? Je vous ai entendu soupirer. Mais oui, parce que voilà, là on est dans l'outrance et dans la caricature totale, terroriste. Alors je me souviens d'ailleurs que les cheminots, enfin à chaque fois qu'il y a des grévistes, on retombe toujours sur ces anathèmes, ces condamnations, faut pas se battre, etc. Moi je veux dire et redire. Quel est le rapport? Ma solidarité avec ce mouvement des Gilets jaunes, avec y compris ceux qui continuent de manifester parce qu'ils attendent effectivement des réponses de la part du gouvernement. C'est les Gilets jaunes, ce qui s'est passé samedi, Nathalie Arthaud. Non, parce que juste, moi je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, il marque le pas. Enfin,
Voilà, on le voit dans les chiffres, il marque le pas et il est effectivement débordé par un certain nombre de groupes qui qui ont envie de venir casser, de s'en prendre aux forces de l'ordre, donc qui ont cette stratégie-là. Et en réalité, ils sont débordés. Je pense que ceux qu'on a appelés les Black Blocs sont plus débordés, sont quand même ceux qui étaient aux avant-postes là samedi. Je pense qu'ils défigurent le mouvement des Gilets jaunes. Mais on voit aussi ces manifestants qui étaient venus pacifiquement, qui applaudissent les Black Blocs, mais bien sûr, qui s'asseyent dans les fauteuils du Fouquet, mais parce qu'il y a un écosystème, et qui se filment devant les deux. Mais écoutez, moi, il y a un écosystème. Mais vous savez, c'est une réalité. Non mais pardon, je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Mais c'est insupportable. Cette excuse permanente de la violence, c'est insupportable. Mais comment? J'ai une excuse. Je pense que l'action des Black Blocs, vous la justifiez. Je pense que c'est une action qui est stérile, qui est contre-productive, je parle pas des Black qui Blocs. ne peut que se retourner contre le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça la réalité. Maintenant qu'il y a un certain nombre de Gilets jaunes qui se disent, nous on va sur les Champs-Élysées parce que là on va se confronter effectivement à ce qu'il y a de plus injuste dans cette société, à toute cette richesse qui est incarnée par ce quartier et auquel... Et on va détruire le Fouquet's et on va casser le métier des serveurs du Fouquet's. Ce ne sont pas eux qui détruisent le Fouquet's. Mais c'est qui, madame? Vous le savez pertinemment. Arrêtons ce discours d'excuses permanentes, qui est un discours de complicité. J'ai entendu une femme dire... Eh bien voilà, je pouvais rentrer dans le Fouquet's, j'ai pris une serviette, c'était marqué Fouquet's, c'est la première fois sans doute que j'entrais au Fouquet's et que j'irais de ma vie et voilà. Et vous dites ça avec le sourire, ça vous amuse? Mais c'est une réalité. C'est incroyable, vous savez que dans cette société, il y a énormément de richesses. Et l'accès à ces richesses, et même l'accès à... Vous êtes en train d'excuser la violence. Travail, il est interdit aujourd'hui à des millions de femmes et d'hommes. Vous excusez la violence, c'est inacceptable. Mais il faut réaliser que cette société, elle est violente et elle est dure pour un grand nombre de gens, pour qui sont relégués, qui sont marginalisés, qui ont même pas, encore une fois, accès à un boulot, au droit de travailler, de gagner leur vie. C'est ça la réalité. Il faut comprendre aussi les racines de cette exaspération. Je le disais en commençant. Il y en a un qui a envie d'avoir accès à la parole. Tant qu'il y aura une société aussi révoltante et aussi injuste, bien sûr qu'il y aura des révoltés. Et bien sûr que vous justifierez ce qu'on a vu samedi. Bravo. Je suis solidaire avec ceux qui se battent pour leurs revendications légitimes. Ils ont mille fois raison et j'espère qu'ils continueront de le faire. Il y a une question qui plane, en tout cas, depuis plusieurs semaines, Jean-Alain Lacapelle, autour de ce mouvement. C'est est-ce que la violence, elle se greffe au mouvement ou est-ce qu'elle est consubstantielle de ce mouvement? Moi, je crois qu'en effet, non. Je crois qu'elle est venue se greffer, qu'elle n'existait pas au départ. Parce que quand c'est des femmes, pardon, quand c'est des femmes, il n'y a pas de violence. Quand c'est la CGT, il n'y a pas de violence. Quand c'est la marche pour le climat, il n'y a pas de violence. Ça n'est pas l'ADN du mouvement des Gilets jaunes. Il y a une colère qui s'est exprimée dans les Gilets jaunes de la part d'un certain nombre de Français, en effet, et il y a des gens qui sont venus profiter de ces événements-là pour semer la panique. Et en effet, ce qui s'est passé samedi est inacceptable. On ne peut pas continuer à voir des gens, en effet, qui viennent attaquer les forces de l'ordre, qui viennent piller, mettre le feu dans les commerces ou qui mettent le feu dans des immeubles, puisque certaines actions sont passibles de la cour d'assises. Donc on est vraiment sur des faits extrêmement graves. Donc cette situation, elle n'est pas tolérable. En revanche, je ne fais pas d'amalgame avec le mouvement des Gilets jaunes, qui, pour moi, n'est pas du tout en train de... bien que le gouvernement essaie de faire croire le contraire, ou certains médias, n'est pas en train de s'essouffler. 62% des Français soutenaient encore la semaine dernière, d'après les enquêtes d'opinion, le mouvement des Gilets jaunes. En revanche, il y a une mobilisation qui n'est peut-être pas extrêmement forte, parce que ça fait 18 semaines, et c'est historique, que ce mouvement, aujourd'hui, est en train de vivre, d'exprimer une exaspération, une colère des Français. Mais la responsabilité, elle est double. Et elle est du côté du gouvernement. Elle est professionnelle et elle est politique. Elle est professionnelle parce que cela fait plusieurs jours qu'on savait qu'il y avait des mouvements, les Black Blocs, donc des mouvements d'extrême gauche, qui étaient là, qui se mobilisaient, qui sont venus de Belgique, qui sont venus d'Allemagne. Le ministère de l'Intérieur disait ils seront 500. Ils étaient finalement 1500. Il était donc totalement dépassé. Donc c'est de l'incompétence ou il a laissé faire pour s'en servir? Totalement d'incompétence. Après que les événements l'arrangent bien pour essayer de discréditer le mouvement des Gilets jaunes, il le fait depuis le départ. Il a insulté et il a diabolisé le mouvement depuis le départ. En revanche, c'est d'incompétence, bien évidemment. On savait exactement qu'il se passerait des événements très violents. Les gens le disaient dans les réseaux sociaux, ils étaient venus pour cela. Et on a, je crois, commis une grave erreur, c'est qu'on n'a pas mis les effectifs nécessaires et adaptés à la situation. Ça, c'est la faute professionnelle de la part de M. Castaner et du Premier ministre qui devront, bien sûr, répondre de cela. Et puis, il y a une faute politique. Et si on veut plus de mouvement de gilets jaunes dans la rue, si on veut plus de manifestants, il faut régler la situation, la crise politique par des réponses politiques.
Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et le débat aussi qu'a essayé de mener, le grand débat qu'a essayé de mener Monsieur Macron, avait pour objectif de casser les pattes du mouvement des Gilets jaunes, d'essouffler le mouvement des Gilets jaunes. Et il s'est cru d'ailleurs. Il s'est cru arrivé, en quelque sorte. On l'a vu. Sa cote de popularité a grimpé de 2-3 points. Et Macron a cru, en effet... il n'est pas enterré, le grand débat. Mais il vient de se terminer. Oui, mais le grand débat vient de se terminer. Mais vous avez entendu, Monsieur Lefebvre, qu'est-ce qui a été la réponse? La réponse de Macron, à l'issue de ce débat, je vais rapporter un autre débat. On va, avec les institutions parlementaires, le Sénat, puis l'Assemblée nationale, on va continuer à faire des débats sur des débats. Et je crois que là, il exagère, parce que les Français attendent maintenant des réponses politiques sur la crise démocratique, la crise sociale, la crise fiscale. La réponse politique va venir. Et la réponse politique, elle est urgente, je le pense aussi. Et elle a intérêt à être à la Mais hauteur, il faut bien comprendre, il y a d'ailleurs une excellente interview de François Bayrou dans Le Monde, qui emploie un terme parfaitement adapté, en parlant de fermentation, d'une crise qui fermente depuis très longtemps. Et je considère aujourd'hui que les mouvements politiques, alors je ne parle pas des mouvements protestataires qui sont dans cette logique, qui finalement d'ailleurs, il faut pas quand on dit, alors c'est pas 62% qui soutiennent le mouvement, on est plutôt autour d'un petit 50% dans les derniers sondages, mais ce petit 50%, il n'est pas si étonnant dans un pays qui a 1 an et demi. Dans les sondages, 61%. 17 millions d'électeurs qui ont voté de manière protestataire, sans compter les gens qui n'ont pas été votés. Et donc le fait qu'il y ait une colère... Enfin, et 63% pensent que les réponses apportées au débat ne serviront à rien. Je ne vais pas commenter les sondages, parce qu'il y en a qui disent 40, 50, je m'en fiche d'ailleurs. Quand ça vous arrange. C'est pas que ça m'arrange. Non, le monde n'est pas mort. Je suis en train de justifier, au contraire, le fait qu'il y ait une grande partie de la population qui soit derrière globalement le mouvement des Gilets jaunes. Et vous savez, moi j'ai fait en 2016 un Tour de France, 126 étapes. Je suis venu sur les plateaux expliquer que le mot que j'entendais le plus résonner, c'était le mot suicide. Il y a des gens qui sont étranglés, il y a des petits artisans, il y a des agriculteurs qui n'en peuvent plus. Et donc évidemment, ils attendent une réponse. Il y a eu cette réponse des 10 milliards, qui a été balayée d'un revers de main par les uns et les autres, mais qui évidemment est une réponse. Mais c'est pas la seule réponse. De la même façon qu'il va falloir des réponses sur la gouvernance. Il y a une des promesses... Bayrou demande d'ailleurs un changement de gouvernance. Et en cela, je partage totalement ce que dit François Bayrou, parce que la réalité, c'est que le gouvernement actuel applique chacune des promesses du candidat Macron. Et donc personne ne peut d'ailleurs leur en faire le reproche. Mais il y a une promesse non écrite qui a été essentielle dans la campagne. Changement. Qui est un changement de gouvernance, plus d'horizontalité, moins de verticalité. Et ça, je crois que finalement, cette crise des Gilets jaunes, elle est essentielle parce que, comme le dit l'ange Jesrad dans Zadig, il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. Et je pense qu'elle va permettre de corriger un certain nombre de défauts de gouvernance, mais qui ne datent pas d'il y a quelques mois, qui sont en réalité... si les réponses sont à la hauteur, encore une fois. Non, sinon, la désillusion sera vraiment très forte. Mais écoutez, il n'y a pas le droit de ne pas faire une réponse à la hauteur du malaise qu'il y a dans ce pays. L'élection d'Emmanuel Macron était déjà une forme d'expression du dégagisme. Aujourd'hui, le dégagisme est, on le voit tous les jours, il y a le manque de confiance, l'absence quasiment totale de confiance dans les hommes et les femmes politiques. C'est pour ça que tous ces partis politiques devraient être un peu plus humbles. Franchement, il devrait être plus humble. Tous ces partis politiques qui aujourd'hui tapent sur le gouvernement, tapent sur la majorité, ils devraient se dire à un moment que c'est leur responsabilité aussi. Moi, je ne partage pas du tout ce diagnostic. Je ne pense pas que ce soit qu'un simple problème de gouvernance. Je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus injuste, inégalitaire. On s'enfonce dans une crise économique profonde, on est confronté à une prédation toujours plus grande du grand capital qui aspire toutes les richesses à un pôle et qu'on court à la catastrophe économique, catastrophe sociale, catastrophe écologique aussi, parce que ça s'est exprimé aussi ce week-end, cette conscience que là, il n'y a pas d'issue dans le cadre de cette société. Finalement, il n'y a que le fric qui compte. Il n'y en a que pour ceux qui ont de l'argent, qui ont les capitaux. Et ce sentiment-là d'injustice, il est profond et il est effectivement partagé par tous ceux qui cherchent à gagner leur vie, quoi, et qui n'y arrivent pas. Parce que c'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour des indépendants, pour certains entrepreneurs. Moi, j'ai rencontré beaucoup de coiffeurs, qui n'arrivent plus à vivre parce qu'y compris leurs clients sont tellement pauvres que maintenant ils vont chez le coiffeur une fois tous les 3 mois. Comme quoi, c'est pas mauvais qu'il y ait des riches dans un pays.
Vous nous promettez le Venezuela. Eh bien aujourd'hui, vous croyez que ça fait rêver? Et voilà. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a de mais plus il faut en plus des de gens qui ont de l'argent, dans notre pays. Ils ne veulent serait-ce pas que pour donner du investir. travail. Ils veulent pas investir. Regardez même ce qui s'est passé sur Ford, sur Ascoval. La majorité des Français Moi, j'ai été comprennent frappée de voir que parfaitement ça les intéresse même pas de récupérer, de reprendre ces entreprises-là, parce que sans doute ils ont mieux à faire à aller spéculer à la bourse. C'est ça la réalité. Cette conscience que la société elle est bloquée, qu'il y a de l'argent qui dégouline à un pôle, et puis qu'on nous explique qu'il n'y a pas de quoi maintenir les urgences hospitalières, il n'y a pas de quoi donner des moyens aux écoles. Vous savez, moi je serai en grève demain parce qu'on enlève des moyens dans un lycée. Je travaille au lycée Aubervilliers, mais c'est vrai pour les collèges, c'est vrai pour les écoles. On enlève des moyens dans ces quartiers-là. Alors il n'y a pas d'argent pour ça, il n'y a pas d'argent pour embaucher les jeunes, il y a pas. Et ces richesses qui dégoulinent. Donc la révolte et la colère sociale, elle vient de là. Alors, et Macron, il a une part de responsabilité parce qu'en réalité, il mène une politique en faveur, justement, de ses plus riches, c'est sûr. Il a une politique anti-ouvrière. Écoutez, en plus, ils sont en train de nous expliquer qu'ils vont écouter les revendications des Gilets jaunes. Et puis on apprend que là, on a une proposition d'allonger le temps de travail et de partir à la retraite à quel âge? 63, 64, 65 ans? Que finalement, ils vont peut-être... Pour vous, le grand débat, de toute façon, il est biaisé et les conclusions... Mais il n'y a rien qui débouchera de ce grand débat. Et c'est aussi ça qui fait l'exaspération, je pense, et qui fait qu'un certain nombre disent on va pas lâcher, parce qu'on est en train de se faire enfumer. Ça, là, rien ne viendra d'en haut. Le gouvernement a l'instabilité et Emmanuel Macron a un devoir qui est celui d'apaiser. Je crois que la communication qu'il avait formulée, ou sa tribune qu'il avait formulée d'Italie, en lançant la campagne européenne officiellement, était très mauvaise dans le fond, très mauvaise aussi dans la forme, parce qu'il divisait les Français. Et je crois qu'aujourd'hui, on attend d'un président de la République, non pas qu'il soit en campagne et qu'il soit tête de liste d'un mouvement politique, on lui demande d'être là pour rassembler les Français, quelles que soient les convictions. Et il ne le fait pas. Et je crois qu'il a l'instabilité, bien sûr, dans cette division qui a lieu aujourd'hui. On a une crise démocratique, je l'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui pour envoyer un signe fort et prendre une réponse et prendre une décision sur la proportionnelle, par exemple? Tout le monde est d'accord pour demain qu'il y ait une proportionnelle. Nous demandons la proportionnelle intégrale avec une prime pour la liste qui arrive en tête, ce qui évite la déstabilisation de la 4ème République et ce qui permet, comme les collectivités régionales, d'avoir quelque chose d'équilibré. Mais c'est pas ça qui va donner du travail aux 6 millions de chômeurs. Je vais continuer parce que mon propos n'était pas terminé. Ça, c'est le premier point, c'est pour essayer de restaurer cette confiance entre les hommes politiques et le peuple français qui ne se sent pas du tout aujourd'hui représenté dans les institutions. Il peut le faire très rapidement pour apaiser les choses, il ne le fait pas. Deuxièmement, la crise, vous le dites en effet, la crise fiscale et la crise sociale. Mais qu'est-ce que j'entends parler de la République? La République en marche, hier, la semaine dernière, je crois, donc faisait quelques propositions. Donc rien sur la proportionnelle. Il proposait d'alourdir l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Mais ce qui est complètement dingue. Qui a remplacé l'ISF. Les gens attendent une justice fiscale. Alors peut-être que c'est l'ISF qu'il faut remettre en place et surtout pas l'IFI. C'est un propos sur lequel, ou une décision sur laquelle on est totalement opposé, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a construit un patrimoine, eh bien, on n'a pas à alourdir ses charges aujourd'hui pour qu'il puisse qu'on puisse continuer à le préserver ou le transmettre, parce qu'on parle aussi d'alourdir des charges de succession, les droits de succession. En fait, aujourd'hui, on a un vrai problème dans ce mouvement des Gilets jaunes qui a été mis en lumière en quelque sorte. C'est l'alourdissement ou la charge très forte des impôts, 48,3% de prélèvements fiscaux, nous avons le record au monde sur les impôts. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous propose rien que d'alourdir. C'est ce qu'on entend de la part de la République en marche. On a entendu Madame Gourault faire une gaffe sur l'impôt sur le revenu qu'elle voulait élargir. La taxe carbone, on a une vraie question là-dessus. Que va faire demain le gouvernement pour baisser la fiscalité et pour apporter plus de pouvoir d'achat aux Français? De la même manière que sur le chômage, en effet. On a 6 millions de chômeurs, on a 9 millions de gens qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait sur ces gens-là? Et on a un gouvernement et un Emmanuel Macron qui nous dit je vais renforcer la directive des travailleurs détachés, ce qui est absolument criminel. Il y a 517 000 travailleurs détachés en France. Nous sommes le 2e recruteur de travailleurs détachés. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'aide pas à régler le problème du chômage. Et il faut qu'Emmanuel Macron maintenant apporte des réponses politiques. Il est responsable de ce qui se passe dans la rue aussi. Christophe Barbier, justement, avant le politique, il va falloir du sécuritaire? Oui, on voit bien la complexité de la réponse pour Emmanuel Macron. Il y a une réponse d'urgence qui est la réponse sur la sécurité. Les Français ne veulent plus voir ces casseurs, et donc le pouvoir doit trouver un moyen de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire d'arriver à neutraliser, à mettre hors d'état de nuire
les casseurs professionnels, ceux qui depuis le début du mouvement sont devenus ce que les spécialistes appellent des ultra-jaunes, c'est-à-dire ils ont commencé comme manifestants virulents mais ne voulant pas casser et ils se sont fait entraîner, embrigader par les casseurs et on les retrouve maintenant à l'action contre les biens et contre les policiers. Et puis, il faut quand même continuer à pouvoir manifester dans ce pays, à pouvoir s'exprimer. C'est toute l'ambiguïté de la loi anti-casseurs et de ce qu'on attend là, dans quelques heures, de la part du Premier ministre comme mesure pour agir. Et puis après, il y aura les réponses économiques et sociales qui seront compliquées à faire. Le président travaille sur, dit-on, le concept de comment refaire nation. Comment faire en sorte que les plus pauvres se sentent réinclus et que les plus riches se sentent responsabilisés pour participer à cette même nation. C'est pas facile à obtenir, ni en termes politiques, ni en termes économiques. C'est bien parce qu'on a réussi à beaucoup parler du fond déjà, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce qui s'est passé samedi. Est-ce que Christophe Castaner, Frédéric Lefebvre, fait bien son boulot ? Écoutez, il est ministre de l'Intérieur, il est sur le terrain. Alors ensuite, par définition, lui-même reconnaît des erreurs. Et le fait que depuis des semaines, on ait cette difficulté, ces hésitations sur la bonne doctrine, montre une difficulté. Mais je veux dire là aussi que quand, par exemple, sur le choix des armes de défense, les LBD et autres, utilisées pour contrer finalement cette violence, de voir à quel point il y a une sorte de bouclier à la fois politico-médiatique, venant d'ailleurs de toutes parts, pour condamner en permanence l'adaptation en fait de notre système de maintien de l'ordre à une réalité qui n'est pas une réalité classique. Vous savez, moi j'ai vécu les émeutes de 2005, on est plus proche des émeutes de 2005 que des manifestations classiques. Et donc ça devrait être... Même sociologie. Mais peut-être, mais ça devrait être aujourd'hui la responsabilité de tous les partis républicains, au lieu d'essayer de déstabiliser un pouvoir qui est aujourd'hui en train de protéger la République, les intérêts économiques de notre pays. Ça devrait être, au contraire, un réflexe de participer à élaborer cette solution positive. Regardez par exemple sur la loi anti-casseurs. On dit on utilise les LBD en France, pas ailleurs. Sauf qu'on ne veut pas regarder que la plupart des autres pays ont une police administrative. Cette police administrative, c'est ce que va permettre justement cette loi anti-casseurs. Ça a parfaitement marché dans les stades. Vous savez, moi je me souviens, avant qu'on fasse la loi contre les hooligans, vous répétiez, à chaque fois qu'il y avait une émission qui suivait des destructions au Parc des Princes ou ailleurs, que on pouvait rien faire. Le jour où on a mis en place cette police administrative à l'époque, ça a fini par donner des résultats. Là, ça pourra donner des résultats. Parce qu'il y a des gens qu'on pourra interdire. Mais c'est toujours pas entré en vigueur. Oui. Mais c'est toujours pas entré en vigueur parce qu'il y a le temps démocratique. Et la loi a été discutée à l'Assemblée, au Sénat, elle est votée, vous avez encore des gens qui s'y opposent. Le président de la République, pour éviter ce débat sur la protection des libertés, et Christophe Barbier soulignait l'équilibre difficile dans un pays démocratique entre le droit de manifester et le devoir pour un gouvernement d'empêcher que l'ordre public soit atteint et d'empêcher le désordre, c'est cet équilibre-là qui est difficile à trouver pour les démocraties. D'où le Conseil constitutionnel. Mais, encore une fois, quand vous avez des gens qui sont comme des vautours, parce qu'il y a les élections européennes qui sont en ligne de mire, qui surfent en permanence. Bon, on est à court de temps, vous ne pourrez pas répondre. J'entends par exemple, mais il y aura une deuxième demi-heure. Sur la question du désordre. Quand Marine Le Pen, par exemple, au début de ce mouvement, alors que il y a interdiction d'aller sur les Champs-Élysées. Interpellé par le gouvernement. Donc on revient sur les Champs-Élysées, alors qu'il y a interdiction d'aller sur les Champs-Élysées. Marine Le Pen appelle à aller sur les Champs-Élysées pour une manifestation illégale. Quand M. Mélenchon nous explique que M. Drouet est le nouvel héros de l'histoire moderne française, tout ça, c'est en réalité l'apologie de... Vous revenez tous les quatre, c'est promis. Oui, parce que du coup, on va évoquer la réponse d'une violence judiciaire. Le rôle du ministère de l'Intérieur qui est en question aussi, parce que je sais que vous avez tous les deux beaucoup de choses à dire sur la façon dont il occupe la fonction Place Beauvau. Réunion dans 10 minutes à l'Élysée sur le sujet. Il est 11h22, à tout de suite. On se retrouve chaque jour à 17h en direct sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Garance, assureur mutualiste des solutions en épargne, santé, retraite et prévoyance.
Le 20 mars prochain, l'accord de distribution de nos chaînes et services associés avec Free arrive à échéance. Face au refus de Free de négocier sur la base de la proposition qui leur a été adressée, vos chaînes et services associés pourraient ne plus être distribués à compter de cette date sur Freebox TV. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Avec l'AOP, j'ai la garantie de l'origine de ce que j'achète. Je choisis des savoir-faire respectueux des animaux, de l'environnement et des traditions. Et je sais que tout le monde va se régaler. Derrière le label AOP, la preuve de l'authenticité. Restez en forme avec Rosanna. Exercice et hydratation, c'est fondamental. Plusieurs fois par jour, ouvrez les bras et faites-les tourner, puis bras tendus en appui, faites des petits pas. Et surtout, hydratez-vous chaque heure avec Rosanna. Rosanna est naturellement gazeuse, elle contient du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosanna. Avec l'échange de maison, voyagez et soyez bienvenus partout, en France et dans le monde. Ne louez plus, échangez et économisez sur homeexchange.fr. Sur voir mon estimation. Chérie! S'inspirer de la haute couture. Travailler avec les meilleurs artisans. DS7 Crossback, essayez-le 24 heures dans votre nouveau réseau DS Automobile. DS7 Crossback, de l'audace, née l'excellence. La force de Coriolis, depuis 30 ans, c'est d'accompagner votre entreprise dans ses télécommunications. Ainsi, Coriolis a été le premier à vous permettre d'appeler depuis un mobile GSM en France. Aujourd'hui, Coriolis innove encore pour vous offrir le meilleur de la téléphonie mobile, de la fibre optique, de l'accès Internet et des réseaux. Nos solutions personnalisées vous protègent en cas de coupure de connexion. Elles vous assurent un interlocuteur unique et une tarification privilégiée. Coriolis innove toujours avec la fibre pour tous. Et demain, la 5G. Depuis 30 ans, avec Coriolis, c'est Facilis. Et c'est qui, lui? Ton futur fils. Quoi? Avec Fortunéo, c'est comme si vous mettiez déjà l'avenir de votre côté. Épargnez avec l'assurance vie Fortunéo sans aucun frais d'entrée. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Envie de sortir de la routine? En réservant avec la fourchette, on économise jusqu'à 50% sur la carte. Donc on sort plus souvent. Et quand on sort plus souvent, on a plus de chances de trouver l'âme sœur. Donc on peut découvrir de nouveaux restaurants ensemble. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et à force, on n'imagine pas tout ce que la fourchette nous réserve. Et jusqu'au 21 avril, grâce au Festival La Fourchette, jusqu'à moins 50% dans plus de 1000 restaurants. Téléchargez l'application dès maintenant. C'est tout ce que tu es! Je suis la baronne du bitume! Voilà. Ouais, je suis la baronne du bitume! Louer une belle voiture à petit prix chez Sixt, ça va vous booster. Logiciel CRM et ERP. Intelligent. Agile. Accélérateur de performance. Divalto, logiciel de gestion d'entreprise, CRM et ERP pour PME et ETI. Ce que vous faites à l'hôtel, c'est à vous de voir. Pour trouver votre hôtel idéal, rien de mieux que Trivago. Facile. Vous rentrez vos critères et Trivago vous aide à trouver ce que vous recherchez. C'est tellement simple. Un hôtel? Trivago. Allez, viens, papa! Je peux lancer des sorts! Abracadabra! C'est bien, ma chérie. Abracadabra! Ouh. La météo avec Gilo, véritable camembert de Normandie AOP au lait cru moulé à la main.
Nous allons vers le mieux, Christophe Persson. Avec de plus en plus de soleil jour après jour. Déjà aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. On retrouve du côté du Var toujours ce beau soleil. Il y a quand même du vent en Méditerranée. Partout ailleurs, de belles éclaircies. Mais tout de même, ces giboulées qui continuent, que l'on retrouvera plus fréquemment à proximité de la Bretagne, près de la Manche. On a également quelques giboulées parfois qui circulent sur la Nouvelle-Aquitaine. Des nuages également assez denses sur le nord-est, sur le centre-est. Là aussi, dans cette zone, on a parfois quelques averses et ça apporte de la neige en altitude sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord. Et pour cet après-midi, belles éclaircies sur la plupart des régions. Le ciel va même totalement se dégager quasiment sur le Pas-de-Calais. Plus de nuages pour la Bretagne, les Pays de la Loire, le département de la Manche avec un risque d'averse plus marqué. Et le vent en Méditerranée jusqu'à 90 km/h. Température ce matin, cet après-midi en hausse sur la moitié nord, mais sous les moyennes de saison avec 12 pour Paris, 11 pour Dijon et en baisse pour la moitié sud avec un maximum de 17 degrés. Ce sera à Bastia. Demain encore des nuages près de la Manche et vers les Pyrénées. Du très beau temps ailleurs. Encore un peu de vent vers le golfe du Lion. La journée de mercredi avec les nuages sur la moitié nord, le soleil pour la moitié sud. Jeudi, l'amélioration se confirme. Et à partir de vendredi, on retrouve un franc soleil. Un tout petit peu plus de nuages quand même sur la moitié nord que sur la moitié sud, mais un très bon ressenti dimanche avec 14 au nord et 18 degrés de moyenne au sud. La météo avec First to Trade. First to Trade, le réseau d'opportunités commerciales entre apporteurs d'affaires et professionnels. Quelques averses de neige également sur les reliefs des Vosges. On a 35 cm au lac Blanc. On a encore plus de 60 cm pour Métabier, les Alpes du Nord. Là aussi, de rares averses cet après-midi. 2,75 m de neige en altitude pour Val d'Isère. On descend vers les Alpes du Sud où il fera beau aujourd'hui. 1,40 m pour Orsières. Rares averses également pour le Massif central. Au Lioran, on retrouve 55 cm de neige. Et on aura là aussi des averses assez rares dans l'ensemble vers les Pyrénées. 1 mètre de neige en haut de Salary-Soulan. La météo avec First to Trade. First to Trade, le réseau d'opportunités commerciales entre apporteurs d'affaires et professionnels. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le live BFM. Comment éviter de nouvelles violences? Le président de la République veut des décisions fortes, politiques et sécuritaires. Il a convoqué le Premier ministre, la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur à l'Elysée. Ils vont arriver d'un instant à l'autre. On verra ce qui en ressort. Interrogation aussi ce matin sur la doctrine de maintien de l'ordre. Faut-il la changer? Et sur ceux qui l'incarnent, policiers, gendarmes, préfets, ministres, faut-il les remplacer? On en débat ce matin dans le live BFM. Et le débat qui se poursuit avec Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Jean-Alain Lacapelle pour le Rassemblement national, Frédéric Lefebvre qui représente Agir et donc la majorité. Et puis nous a rejoint également Grégory Joron, bonjour, secrétaire national CRS au syndicat Unité SGP Police. On va voir bien sûr tout ce qu'il faut changer, question de doctrine. Mais d'abord on retourne sur les Champs-Élysées parce que plus de 90 commerces ont été touchés samedi. Alors des boutiques de luxe bien sûr, mais pas seulement, Ashley Chevalier. C'est l'avenue des contreplaqués ce matin, des planches de bois comme celle-ci, on en voit sur quasiment toutes les enseignes et malgré le nettoyage, les Champs-Élysées font encore peine à voir aujourd'hui. Les casseurs s'en sont pris à ce qu'ils considèrent comme des symboles du luxe, on pense par exemple aux Fouquet's un petit peu plus haut sur l'avenue, mais également à des établissements qui n'ont rien à voir. Regardez ce kiosque à journaux complètement incendié, voilà ce qu'il reste de la presse aujourd'hui. L'employé de ce kiosque venait tout juste de fermer. Quand vous voyez ça ce matin, qu'est-ce que ça vous inspire? De la désolation. Moi, je suis dépité. Et voir ça, j'imagine plus Pompéi qu'un kiosque là. Qu'est-ce que vous avez quand même le sourire? C'est votre lieu de travail. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là, je suis au chômage technique et puis là, on attend le changement du kiosque. On a été prévenu hier. Peut-être, normalement, si tout se passe bien, en fin de semaine, on a un nouveau kiosque. Mais attendez, fin de semaine, ça veut dire que a priori, le week-end prochain, vous serez prêt. S'il y a de nouvelles manifestations, vous allez faire quoi? Alors, soit on reste fermé, soit on va rester fermé, soit on ouvre. Et j'espère qu'il y aura un meilleur cordon de sécurité pour le quartier, comme ça a été fait il y a quelques semaines, ça s'est très bien passé. Et je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire samedi. Là, j'en veux quand même un peu à l'organisation, parce que pas à la police, parce qu'ils étaient sur le terrain, au contraire, ils ont fait leur boulot. Hein. Mais c'est l'organisation du cordon de sécurité. Donc là, c'est pas la police, hein, c'est au niveau de la hiérarchie. Hein. On parle beaucoup des symboles du luxe sur les Champs-Élysées, vous gagnez bien votre vie? Non, je suis en dessous du SMIC. Du coup,
coup qu'on s'en prenne à votre kiosque, ça vous inspire quoi? On s'en est pris, pour moi, au monde ouvrier. Voilà, pour moi, là, on s'est attaqué à des salariés, à un petit artisan, parce que je considère un peu comme un artisan, le kiosquier. Et donc, non, je crois qu'ils se sont trompés de cible, là. Après, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, parce que toi, je ne peux pas accuser comme ça à tort. Mais malheureusement, avec ce mouvement, c'est parti un peu, c'est du n'importe quoi. Et pourtant, vous étiez plutôt sympathisant de la cause des Gilets jaunes au début du mouvement. Recette pour ce kiosque samedi, 40 €. La recette à brûler avec le kiosque. 11h33, on est lundi. On fait quoi samedi, Jean-Alain Lacapelle? Est-ce qu'on ferme les Champs-Élysées? Écoutez, quand je regarde vos images, il y a deux choses. Et il ne faut pas créer l'amalgame de trop. Il y a une crise aujourd'hui politique, sociale, fiscale que traverse ce pays. Le gouvernement a une instabilité. Il doit apporter des réponses claires et fermes. Emmanuel Macron ne le fait pas. Je crois qu'il commet une grave erreur parce qu'il manipule aujourd'hui le peuple français, il manipule l'opinion. Non mais on ferme les Champs-Élysées ou pas? Parce que samedi, ça recommence. Deuxièmement, on a en effet un problème. Et les images qu'on vient de voir, les forces de l'ordre se faire attaquer et les commerces se faire piller, ça n'est pas acceptable. Donc, M. Castaner a une responsabilité, lui, avec le gouvernement, bien évidemment. Est-ce qu'il donne les bonnes consignes? Est-ce qu'on a les bons effectifs? Est-ce que le dispositif est en place? Et est-ce qu'il est stratégiquement bien en place? Ça, c'est des questions qu'on pose, bien évidemment, à M. Castaner. Il doit nous répondre là-dessus. Moi, je crois qu'on savait que ce mouvement, que cette manifestation allait dégénérer samedi. Dans les réseaux sociaux, des mouvements d'extrême gauche avaient été clairs, avaient dit on viendra de partout en Europe et on viendra casser. C'était connu. Le ministère de l'Intérieur a évalué à 500 personnes les 10 casseurs d'extrême gauche Black Bloc qui allaient venir. Ils étaient 1500. Première erreur d'analyse. Et deuxièmement, on a laissé faire les choses. Est-ce qu'il y avait suffisamment d'effectifs? Moi, je ne le sais pas. En revanche, est-ce que c'était suffisamment bien optimisé et utilisé? Je ne sais pas non plus. Ils ont commis une erreur. C'est grave. Il faut que M. Castaner... On a un représentant des forces de l'ordre, on va en profiter sur le plateau. M. Castaner qui sera demain, Christophe Castaner qui sera devant le Sénat demain, la commission d'enquête du Sénat. Grégory Joron, on entendait ce kiosquier qui en voulait beaucoup à l'organisation. Il a insisté, pas la police, l'organisation et la hiérarchie. Il y a eu de mauvaises décisions qui ont été prises samedi? On ne peut pas dire que ce soit une réussite samedi, ça c'est une évidence. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une mauvaise décision? En tout cas, mes collègues ont eu des consignes vraisemblablement peu claires, puisqu'on sentait, vous me passerez l'expression, mais que ça pataugeait un petit peu quand même. Et malheureusement, quand c'est le cas sur du maintien de l'ordre... Ça veut dire quoi du peu clair? Pardon, mais c'est quoi? Je pense qu'il y a trop de latence entre, encore une fois, ce qui se passe sur le terrain, les violences, les exactions, les voies de fait qu'on peut voir, et les ordres qui sont donnés pour avoir une idée de manœuvre. Parce qu'en fait, je pense que l'esprit est là. Aujourd'hui, il me semble que, samedi à Paris, je pense qu'il n'y avait pas d'idée globale de manœuvre, et c'est-à-dire comment gérer cette foule, comment on l'empêchait d'accéder à certains endroits, parce que c'est ça, le maintien d'ordre, c'est de la gestion de foule. Et je pense que samedi, il n'y avait pas d'idée du tout, tout le monde était un peu perdu, et les répercussions, c'est celles qu'on voit sur le terrain, avec finalement des fonctionnaires de police qui ne sont essentiellement que dans le cadre de la réaction, et qui voient à 50 mètres ce qui peut se passer, et pas au-delà, quoi. Alors quelle solution? Interdire les Champs-Élysées, éviter cet effet NAS, ça fonctionnerait? On a déjà vu ce que ça donnait. Si vous interdisez les Champs-Élysées, ils iront ailleurs. Ça va cristalliser à un certain moment sur le point où le verrou que vous aurez mis. Et puis après, ça partira dans tous les sens à la courette. On a encore une fois, on l'a tous vu, affaire à des spécialistes du chaos qui sont là vraiment, qui sont très équipés, très mobiles, très formés aussi pour utiliser les images et chercher justement à capter cet effet médiatique. C'est très difficile d'évaluer les risques. Ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, ils ont été évalués à 500, ils sont 1500. J'ai envie de dire, c'est aussi la société qui veut ça. Aujourd'hui, c'est messagerie cryptée. Ça donne énormément de difficultés aux services de renseignement pour pouvoir justement évaluer ces risques-là au plus près. Mais encore une fois, ça change pas grand-chose. 500 ou 1500, il y avait 40 unités de force mobile, plus tous les collègues il y avait de quoi faire, c'est ça. Il y avait pas un de quoi problème faire. d'effectif. Donc c'est pas un problème d'effectif à mon sens. Donc c'est un problème de consigne? Je rectifie légèrement. C'est pas un problème d'effectif. Sauf en force mobile, il nous manque 1000 CRS, ça on le dit depuis des années. Aujourd'hui, on commence à le toucher du doigt sérieusement parce que le premier effet qui doit être mis en place sur un maintien d'ordre, c'est la dissuasion. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Nathalie Arthaud. Non, vous avez dit c'est la société qui veut ça. Et moi, je crois que, oui, on vous demande de maintenir un ordre, mais c'est un ordre qui est injuste. Je suis désolée de le dire, mais c'est un ordre qui est injuste. Enfin, pour vous répondre là-dessus. J'aurais du mal. Dans le sens, non, mais parce que la société, elle est profondément injuste. Et moi, ce que je pense, c'est que des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, révoltés, qui auront envie de tout casser. Il va y en avoir. Vous avez entendu le kiosquier qui dit que c'est le monde ouvrier qui ont visé. Mais bien sûr que
écoutez, dans cette casse, il y a un tas d'actions, mais complètement. Mais d'abord, c'est inconscient. C'est puéril. C'est puéril. Et puis, il y a de l'inconscience. Moi, j'ai été frappée par cet incendie de la banque avec les dangers qui ont été, du coup, encourus par les habitants. Donc, c'est inconscient, c'est irresponsable. OK, d'accord. Mais, encore une fois, notre société, elle crée de la violence. Elle crée de l'injustice, elle crée des frustrations, elle crée tout ça, il faut bien le comprendre. Et il ne s'agit pas seulement de réponses autoritaires, ça ne marche pas les réponses autoritaires. Dans combien de pays il y a des régimes autoritaires, des interdictions de manifester, de s'exprimer, et puis la cocotte minute, eh bien elle explose. Moi je pense à ce qui se passe en Algérie par exemple. Eh bien je suis désolée, mais pendant des décennies, ils ne pouvaient pas s'exprimer, ils ne pouvaient pas manifester, etc. Eh bien ils ont fini par sortir massivement dans la rue et par remettre tout ça en question, parce qu'il n'y aura pas... Sans violence, voilà, je vais le dire à haute voix, Grégory Joron, sans mais oui, mais violence. moi c'est ce que je pense, c'est que la force d'un mouvement, c'est précisément son nombre, c'est sa conscience. Donc je partage pas du tout... Là, y a pas de nombre. Je partage pas du tout ces modes d'action. Mais en revanche, remettre en cause cette société, je peux vous dire qu'il y a des millions de femmes et d'hommes qui exposent cette question. Comment on peut faire pour changer les choses? Parce que on peut pas continuer comme ça. J'ai parlé de catastrophe, j'ai parlé d'impasse en matière avec ce chômage de masse, avec ces bas salaires, avec cette catastrophe écologique, etc. C'est ça la réalité. Donc moi, je crois que prendre la question par le bout sécuritaire, c'est complètement illusoire. Qu'on défende ces idées, moi, même si je les combats, vos idées, ça me dérange pas. Que vous entriez dans ce discours d'excuse de la violence et... Mon voisin a bien fait de vous rappeler qu'en Algérie, et Dieu sait qu'ils auraient des raisons, parce qu'on n'est quand même pas dans le même régime qu'en France, parce qu'on a un peu plus de liberté en France. Je pense que quand on s'attaque à un kiosque, on s'attaque à la presse. Quand on s'attaque à un kiosquier, il vous l'a rappelé tout à l'heure, vous l'avez pas entendu. Je suis heureuse d'entendre que vous vous inquiétez du sort des kiosquiers. À un ouvrier. Parce que combien y a-t-il de kiosquiers qui ferment chaque mois? Ça, personne s'y intéresse. Leur niveau de salaire. Je suis heureuse de voir que vous vous intéressez aux kiosquiers. Sur la question de l'interdiction ou non des Champs-Élysées. Moi, je pense qu'il faut effectivement revisiter les interdictions de périmètre et c'est le rôle aujourd'hui du ministère de l'Intérieur, de l'ensemble de la hiérarchie, de remettre en cause un certain nombre de décisions qui ont pu être prises. Mais je le redis, il y a deux choses qui sont essentielles. D'abord, il faut que tous les partis républicains cessent leur guérilla permanente contre les forces de l'ordre, le gouvernement actuel, parce que c'est le vivre ensemble en France que l'on défend aujourd'hui. Et donc, je voudrais que tous ceux qui, au début, se faisaient, je pense aux Républicains, qui allaient mettre des gilets jaunes, tout le monde doit bien... Laurent Wauquiez, pour pas le nommer. Laurent Wauquiez, pour pas le nommer. Il faut bien se rappeler une chose. Au début de ce mouvement, il y avait 300 000 personnes. Il y a eu ensuite, on peut critiquer la forme, tout ce qu'on veut. Il y a eu ensuite un grand débat national qui a été engagé. Il vous a pas échappé que depuis plusieurs semaines, on a 30 000 personnes maximum. Ça monte parfois 2 000, 3 000, ça descend un peu en dessous. Qui se mobilisent dans toute la France. Samedi, vous aviez, rien que sur le climat, à Paris, 45 000 personnes qui défilaient pacifiquement. Donc ce mouvement, aujourd'hui, il est en dérive. Je parle de ces gens qui continuent de manifester. Ils continuent de manifester à l'appel de qui? À l'appel de gens qui sont des séditieux, qui sont des violents. Regardez sur Internet, il y a un appel, pardon, mais ils ont envie de les pas forces se de l'ordre, taire, ils veulent pas se faire les forces de l'ordre, je leur demande de s'en saisir. De même la justice, je lui demande de s'en saisir. Vous avez vu cet appel sur Internet d'un excité qui fait une lettre ouverte au 16e arrondissement. Ce sont des appels, ce sont des menaces de mort. Est-ce que la doctrine du c'est des gens, ça a été vous vu. Restez avec nous tous les cas. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. 40 000 vues. On est à court de temps, on se retrouve, c'est promis, dans 5 minutes. Mercredi, soirée exceptionnelle sur BFM TV. La crise et après. Qui propose quoi? Le premier débat entre les dirigeants des principaux partis politiques, mercredi, 20h45, en direct sur BFM TV. Le 20 mars prochain, l'accord de distribution de nos chaînes et services associés avec Free arrive à échéance. Face au refus de Free de négocier sur la base de la proposition qui leur a été adressée, vos chaînes et services associés pourraient ne plus être distribués à compter de cette date sur Freebox TV. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Avec Cézanne, manger mieux et gagner du temps chaque jour.
En ce moment, 30% offert sur votre première semaine. Rendez-vous sur season.fr. Magic. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai créé la Magic? En un clip, vous devenez Magic. La monture avec ses 2 clips pour 149 €. C'est Magic. Dispositif médical. Parce que ces atomes sont instables. Salut. Avec Mimi Bio, j'ai perdu 20 kilos. Mimi Bio, c'est le premier programme minceur 100% bio. On vous livre tous vos repas minceurs bio à domicile. Tous nos plats sont préparés en France et la viande est 100% française. En plus, vous êtes suivi par une diététicienne. Vous perdez du poids sainement et durablement. Alors, mangez bio et perdez du poids. Mimi Bio, c'est satisfait ou remboursé. Alors, appelez le 0801 304 304. 0801 304 304. Ou rendez-vous sur mimibio.fr. mimibio.fr. Dans les restaurants Memphis, c'est l'Amérique que vous partagez. En ce moment, profitez de notre offre un burger offert pour un burger acheté. Première fois chez Memphis? Et non, on l'emmène toutes les semaines. Avec ses enquêtes terrain et sa garantie de paiement, Pour moi, c'est OK. Point International assure Pour moi, c'est OK. 100% du montant de vos transactions clients. Pour moi, C'est OK. Si c'est OK pour Pouet, c'est OK pour nous. Et votre business avance. Point International, secure your business. Transition. La lumière se contrôle. Dispositif médical. TUI a créé pour vous des vacances pleines de ressources dans 45 clubs Bouquet au départ de 15 villes de France. Votre semaine en tout inclus à partir de 499 € sur TUI.fr ou en agence de voyage. TUI, numéro 1 mondial du voyage. La revente facile avec vendezvotrevoiture.fr. 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 évaluez votre voiture en ligne gratuitement et vendez-la dans une agence proche de chez vous. Vendezvotrevoiture.fr. Et quelle est la valeur de votre voiture? Vendezvotrevoiture.fr. La force de Coriolis, depuis 30 ans, c'est d'accompagner votre entreprise dans ses télécommunications. Ainsi, Coriolis a été le premier à vous permettre d'appeler depuis un mobile GSM en France. Aujourd'hui, Coriolis innove encore pour vous offrir le meilleur de la téléphonie mobile, de la fibre optique, de l'accès Internet et des réseaux. Nos solutions personnalisées vous protègent en cas de coupure de connexion. Elles vous assurent un interlocuteur unique et une tarification privilégiée. Coriolis innove toujours avec la fibre pour tous. Et demain, la 5G. Depuis 30 ans, avec Coriolis, c'est facilis. Merci monsieur, je prépare votre commande. Super, merci beaucoup. Berline tout confort, suréquipé, on roule en mode princesse? Pas du tout, on l'a loué chez Six. Non les gars, vous roulez en mode princesse? On roule en mode princesse. En mode princesse, ouais. C'est qui les princesses? C'est nous les princesses! Tenez les princesses. Louer chez Sixt, ça va vous booster. Louer une belle voiture à partir de seulement 17 € par jour. C'est l'image de la matinée dans le live BFM. L'arrivée du Premier ministre à l'Elysée. Il y a également la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État Laurent Nunez qui sont venus à pied de la place Beauvau. Il y a une centaine de mètres à peine. Cette réunion d'urgence convoquée par le chef de l'État, très remontée d'avoir dû revenir du ski ce week-end après le fiasco de samedi. Voilà, cette réunion doit permettre des décisions fortes, a-t-il dit. Éviter de nouvelles violences. S'agit-il d'un changement de doctrine ou bien d'interdire les manifestations? C'est sur la table. En tout cas, Nathalie Arthaud, il n'y a pas Bercy autour de la table. Ça veut dire que ce sera une réponse en matière de sécurité. Ah bah oui, bon, bah c'est clair. Là, on est parti sur sécuritaire. Encore une fois, moi, je crois que
La mobilisation générale, il faut la poser pour ce qui concerne ce chômage de masse, voilà, ces retraites indignes, le fait que aujourd'hui le travail ne paye pas, voilà, ce gouvernement nous explique que toute sa politique consiste à faire que le travail paye, mais le travail ne paye pas. C'est d'ouvrir des perspectives à cette jeunesse qui désespérément cherche un boulot, se cherche un avenir, etc. C'est ça les questions fondamentales. Si le gouvernement n'y répondra pas, la réalité c'est ça, parce qu'en fait il faudrait pour y répondre véritablement contester les profits, contester le pouvoir, ce grand capital de ces grands groupes industriels et financiers, il ne le fera pas. Donc en réalité, je pense que oui, des révoltes, il y en aura d'autres, forcément. Justement, en attendant samedi prochain, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion, vous, Frédéric Felfevre, concrètement? Moi, d'abord, elle est sur la sécurité, la réunion, donc c'est pas absurde qu'il n'y ait pas Bercy. Mais ce que j'attends, et je suis heureux de voir qu'il y a la garde des Sceaux, c'est ce que je déplore depuis déjà plusieurs semaines, une réponse judiciaire. Je pense qu'il faut aller chercher aujourd'hui les meneurs. Je les ai cités tout à l'heure, les Drouet, Nicole et autres. Je pense que les figures quand on va avoir ces figures qui sont en fait des gens qui sont suivis par des milliers et des milliers de manifestants. Ça va pas forcément apaiser les choses. Mais la question n'est pas d'apaiser aujourd'hui, pardon. Il faut à la fois il faut une réponse politique. C'est le grand débat. Et moi j'attends le gouvernement et on en parlera. Mais il faut une réponse de maintien de l'ordre. Et il faut une réponse de prévention. C'est le vivre ensemble qui est en cause. Quand vous avez un homme qui, suivi par plus de 30 000 vues, et par des millions de gens qui se partagent les vidéos. Il se dit fier de ces violences. Parce mais que non, mais il se dit fier, il rigole de ces violences et il appelle à aller sur le 16e arrondissement, ou que vous avez Monsieur Drouet qui explique que c'est sa dernière manif et que maintenant on va en mettre une couche d'une manière différente, ou vous avez ce crétin de Nicole qui a l'air d'un demeuré à chaque fois qu'on le voit d'ailleurs, mais qui est suivi par plein de gens et qui vous explique que c'est bien, je suis fier de vous, vous êtes plus des moutons, maintenant on va y aller, on va continuer. Ces gens-là, pardon, aujourd'hui, une démocratie doit répondre en les poursuivant en justice. Donc une réponse de la justice plus ferme. Et vous, Jean-Luc Lacapelle ? Écoutez, le gouvernement, c'est une de ses missions régaliennes, doit assurer la sécurité des Français. Donc il doit prendre des bonnes décisions. Il a très mal appréhendé ce mouvement des Black Blocs qui s'était mobilisé de manière publique et de manière transparente. Donc nous demandons depuis des années, notamment la dissolution de ce type d'association, de groupuscule. Ça n'a jamais été fait. On ne les cite même plus d'ailleurs. Ils sont les responsables. Il n'y a pas d'association de Black Bloc, Jean-Luc. Oui, il y a en revanche des têtes qui sont connues, des visages connus, des leaders connus, et cela on peut les neutraliser avant. Ils l'ont en décembre d'ailleurs. En décembre, les forces de l'ordre avaient eu les consignes d'ailleurs pour anticiper et pour interpeller d'où l'intérêt de la loi un certain nombre de leaders qui avaient pour objectif de casser dans les manifestations. D'où l'intérêt de la loi anti-casseurs. Il commet là une erreur. Deuxièmement, il y a un laxisme judiciaire en effet. Il y a eu 65 peines de prison depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et 100 peines avec sursis. Et 100 peines de prison avec sursis. C'est beaucoup trop faible. Il faut en effet que l'impunité cesse. Et il faut que le gouvernement prenne là aussi ses responsabilités, qu'il donne les bonnes consignes. Enfin, dernière chose, s'il veut répondre par le sécuritaire, il se trompe. Il doit répondre par des réponses politiques. S'il veut que cesse demain aussi ce mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement majoritaire en France et qui aujourd'hui est en train d'illustrer l'exaspération et la colère des Français sur des problèmes fiscaux, sociaux. Vous voulez des consignes, si j'ai bien compris, Grégory Joron? Oui, nous on veut des consignes, un peu clair, quoi. On veut des effectifs, on veut évidemment que le maintien de l'ordre ne se concentre pas que sur le temps de la manifestation, mais également de savoir comment on fait avant pour éviter ces gens-là, etc. Comment on fait après, en effet, pour pouvoir les traiter correctement et avoir une réelle réponse judiciaire et pas voir toutes les procédures de mes collègues classées ou tomber dans les paniers parce que les éléments constitutifs ne sont pas assez solides. Voilà, donc une fois qu'on aura fait tout ça, et je suis pas sûr que ça se fasse en 24 heures, en effet, on pourra peut-être espérer voir des maintiens de l'ordre plus paisibles. Mais encore une fois, on l'a vu samedi, il y avait 2 marches sur Paris, il y avait 45 000 personnes pour lesquelles il y a eu 0 grenade, 0 tir du LBD, et visiblement pas de violence policière, même si je déteste cette expression, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas inverser la grille de lecture. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui sont déterminés à vouloir qu'on en soit là aussi, vu les violences de samedi. Merci beaucoup à tous les 4. Qu'est-ce qui ressortira de cette réunion? C'est le Premier ministre en personne qui le dira. On suivra ça bien sûr sur BFM TV. Le temps, Christophe.